On a au cirque, il manque les clowns, il manque tout ça. C'est un peu des chiens savants, quoi. Comme des belles voix, mais des belles voix, ça ne suffit pas. À 82 ans, Eddie Mitchell vient de balancer ce que tout le monde pensait tout bas, mais que personne n'osait dire. Le monument de la chanson française, celui qui a partagé la scène avec Johnny Hallyday pendant des décennies, vient de tacler violemment Vianney. Et attention, ce n'est pas une petite pique passée inaperçue. Eddie Mitchell a qualifié Vianney de nouvel Adamo avec une tronche de gendre idéale. Une phrase assassine qui a fait le tour des médias et choqué des millions de fans. Mais pourquoi s'acharne-t-il sur Vianney, un artiste pourtant adoré par le public et ses pairs? Est-ce un simple conflit générationnel ou Mitchell voit-il quelque chose que les autres refusent d'admettre? Ce qui est sûr, c'est qu'à son âge, le rocker n'a plus rien à perdre et peut enfin dire sa vérité sans filtre. Et ce qu'il révèle sur la nouvelle génération d'artistes va bien au-delà de Vianney. Accrochez-vous, parce que ce que Mitchell pense vraiment va secouer le monde de la musique française. Pour comprendre pourquoi les déclarations d'Eddie Mitchell font autant de bruit, il faut d'abord saisir qui est vraiment cet homme. On ne parle pas d'un artiste lambda qui cherche à faire le buzz. On parle d'une légende vivante, d'un pionnier du rock français, d'un monument qui a traversé plus de 6 décennies de carrière sans jamais plier. Né Claude Moine en 1942, Eddie Mitchell a été membre fondateur des Chaussettes Noires, le premier véritable groupe de rock'n'roll français au début des années 60. Quand Johnny Hallyday faisait hurler les foules, Mitchell était déjà là, à ses côtés, façonnant l'histoire de la musique française. Sa carrière est parsemée de succès incroyables. Des titres comme Couleur Mentalo, Sur la route de Memphis ou Pas de Boogie Woogie font partie du patrimoine musical français. 40 albums studio à son actif, des millions de disques vendus et une réputation d'artiste exigeant qui n'a jamais sacrifié son style pour plaire aux modes du moment. Mitchell a toujours été fidèle à ses racines américaines, ce rock brut, ce boogie puissant, cette soul qui transpire l'authenticité. Il a enregistré ses albums à Nashville, collaboré avec les plus grands musiciens américains et refusé systématiquement de se plier aux exigences du formatage radiophonique. En novembre 2024, il sort Amigos, son 40e album studio. Un opus qui regroupe 12 chansons écrites avec ses amis de toujours, Alain Souchon, Pascal Obispo, Alain Chamfort, Sanseverino, William Scheller, même sa femme Muriel y contribue. L'album respire Mitchell de bout en bout, des sonorités country, du boogie, des ballades rock, le tout enregistré en Belgique mais avec ce son américain qu'il affectionne tant. Le premier single, En décapotable Pontiac, donne le ton. On est loin des productions lisses et formatées de la pop actuelle. Mitchell continue de faire sa musique, sa route, sans se soucier des tendances. Quelques mois plus tard, en février 2025, il reçoit une victoire de la musique d'honneur lors de la 40e édition de la cérémonie. Un moment émouvant où Alain Chamfort, Solane et Alain Souchon reprennent ses tubes. Mitchell monte sur scène, interprète En décapotable Pontiac et reçoit sa récompense sous les applaudissements. À 82 ans, il est célébré comme il le mérite. Mais ce triomphe cache une réalité plus sombre. Car quelques semaines plus tard, en mars 2025, Mitchell annonce l'annulation de sa tournée d'été. 6 concerts étaient prévus dans les plus grands festivals français. Nancy, Pérouge, Nîmes, La Rochelle, Carcassonne, Toulon. Tous annulés. La raison ? Des problèmes de santé nécessitant un traitement médical strict et plusieurs mois de repos. Mitchell s'excuse publiquement auprès de son public, expliquant qu'il était impatient de retrouver la scène, mais que sa santé doit passer avant tout. À 82 ans, les limitations physiques rattrapent même les plus grands. Sa dernière vraie apparition scénique remonte déjà à 2017, lors de la tournée des Vieilles Canailles, avec Johnny Hallyday et Jacques Dutronc. Depuis, plus rien. Des apparitions télévisées, des interviews, mais plus de concerts en solo. Cette annulation ressemble malheureusement à un adieu définitif à la scène. Mais si son corps le trahit, sa langue reste affûtée. Et c'est justement ce franc-parler légendaire qui va faire trembler la nouvelle génération de chanteurs français. La première attaque contre Vianney ne date pas d'hier. Il y a quelques années déjà, lors d'une interview dans l'émission La Bande originale sur France Inter, avec Nagui, Mitchell avait lancé ses premières piques. L'animateur l'interrogeait sur la scène musicale actuelle et la réponse de Mitchell n'avait laissé aucune ambiguïté. « Je suis un peu vieux pour ça. Ce sont des gens charmants et très polis, mais je n'adhère pas à ce genre de musique. » Puis il avait ajouté, presque avec dédain, Vianney, qui est un type charmant, je suis désolé, mais c'est le nouvel Adamo. Cette comparaison avec Salvatore Adamo n'est pas anodine. Pour ceux qui connaissent l'univers de Mitchell, Adamo représente tout ce qu'il déteste dans la chanson française. Le crooner romantique des années 60 et 70, avec ses ballades sucrées, son image lisse, sa douceur mièvre.
Tombe la neige, vous permettez monsieur, des chansons d'amour gentillettes qui faisaient fondre les mamans, mais qui n'avaient rien de rock. Pour Mitchell, comparer quelqu'un à Adamo, c'est le reléguer au rang de chanteur inoffensif, sans aspérité, sans danger. C'est dire que tu fais de la musique pour plaire, pas pour marquer. Et Mitchell n'en était pas resté là. Il avait continué en attaquant la génération entière. Je suis plutôt branché instrumental. Les chanteurs, je trouve que ça ne chante pas vraiment. Ça manque de coffre. Voilà le cœur du problème pour lui. La nouvelle génération ne chante pas. Elle murmure. Elle susurre. Elle manque de puissance vocale. Où sont les grandes voix capables d'irradier une salle sans micro? Où sont les chanteurs qui donnent tout sur scène, qui transpirent la passion? Mitchell vient d'une époque où chanter était un acte physique, où les artistes devaient avoir du souffle, de la présence, une voix qui porte. Vianney, avec son style doux et intimiste, incarne exactement le contraire. Ses premières déclarations avaient déjà fait parler. Vianney était en pleine ascension, coach de The Voice, vendant des millions d'albums, adulé par le public français. Et voilà qu'une légende venait tacler publiquement son style. Mais Mitchell n'allait pas s'arrêter là. Il allait récidiver, et cette fois avec encore plus de violence. En décembre 2023, lors d'une interview accordée au magazine Le Point pour la promotion de son livre « Ma discothèque idéale », Eddie Mitchell remet le couvert. Et cette fois, les mots sont encore plus cinglants. Lorsqu'on lui parle de Vianney, il lâche sans détour. C'est le nouvel Adamo. Il a une tronche de gendre idéal. Cette phrase fait instantanément le tour des médias. Une tronche de gendre idéal. C'est méprisant, c'est blessant. C'est une manière de dire que Vianney est trop lisse, trop formaté, trop gentil pour être intéressant. Qu'est-ce qu'un gendre idéal dans l'imaginaire collectif? C'est le jeune homme poli qui serre la main de tes parents en arrivant, qui dit merci à chaque fois, qui ne fait jamais de vagues, qui rassure tout le monde. C'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité forte, pas d'aspérité, pas de dangerosité. Pour un rocker comme Mitchell, être traité de gendre idéal, c'est l'insulte suprême. Le rock, c'est la rébellion. C'est Johnny qui défie l'autorité, Elvis qui scandalise avec ses déhanchements, Jerry Lee Lewis qui épouse sa cousine de 13 ans. Le rock, c'est dangereux, sauvage, imprévisible. Vianney, avec son sourire avenant et ses chansons d'amour sage, c'est tout le contraire. Et ce qui rend cette attaque encore plus significative, c'est que Mitchell ne se contente pas d'une remarque isolée. Il persiste. Il enfonce le clou. Des années après sa première critique, il revient à la charge avec les mêmes arguments. Cela prouve que ce n'est pas une réflexion en passant, pas une boutade mal interprétée. C'est une conviction profonde. Mitchell pense vraiment que Vianney représente tout ce qui ne va pas dans la chanson française actuelle. Les réactions sont évidemment partagées. Certains fans de Mitchell applaudissent sa franchise. Enfin, quelqu'un qui ose dire que la musique actuelle manque de caractère. D'autres, fans de Vianney, s'insurgeant. Comment une légende peut-elle se permettre de dénigrer ainsi un artiste talentueux qui remplit les salles? Vianney lui-même ne répond pas publiquement. Il reste digne, ne relève pas la provocation. Mais on imagine que ces mots font mal. Se faire traiter de gendre idéal par une icône comme Mitchell, ce n'est pas anodin. Mais Vianney n'est pas seul dans le viseur d'Eddie Mitchell. Le vieux crooner ne se contente pas de critiquer un seul artiste. Il dynamite toute une génération. Dans cette même interview au Point, il s'en prend également à Benjamin Biolay. L'album Rose Kennedy, ridicule. Je n'aime pas ses arrangements de cordes. Et ses chansons ne m'intéressent pas. Il trouve même que Jardin d'hiver, le tube écrit par Biolay pour Henri Salvador, ressemble trop à Lucille de Michel Jonas. Pour Mitchell, Biolay, c'est du déjà-vu, du réchauffé. Juliette Armanet n'échappe pas non plus à sa critique. Pourtant, Mitchell a enregistré un duo avec elle sur Couleur menthe à l'eau. On pourrait penser qu'il l'apprécie. Mais non. Il avoue candidement que cette collaboration l'a laissé sur sa faim. Elle a des soucis de tonalité. Lâche-t-il. En clair, elle chante faux. Imaginez la violence de cette déclaration. Travailler avec quelqu'un, enregistrer un duo et ensuite dire publiquement qu'elle a des problèmes de justesse. C'est brutal. C'est sans pitié. Christine and the Queens avait déjà été taillée en pièces en 2018. Étienne Dao, il s'en fiche. Mitchell balaye d'un revers de main toute la scène indie pop française. Sa phrase générale résume sa pensée. Vocalement, c'est rikiki. Où sont les grandes voix? En général, ils font très bien leur truc, mais pour moi, un chanteur, ça doit chanter, irradier. Là, ça murmure, ça s'usure des soucis existentiels et nombrilistes. Ce dernier mot est important, nombriliste. Mitchell reproche à la nouvelle génération de se regarder le nombril, de parler uniquement d'elle-même, de ses petits problèmes, de ses angoisses personnelles. Pour lui, la chanson doit raconter des histoires universelles, parler de l'Amérique, des routes, de la vie, pas juste de ses états d'âme devant son miroir. Cette critique,
touche un point sensible. Beaucoup de chansons actuelles sont effectivement très introspectives, centrées sur le mal-être individuel. Mitchell vient d'une époque où on chantait des histoires, des personnages, des univers. Aujourd'hui, on chante son journal intime. Ce pattern de critique révèle quelque chose de fondamental chez Mitchell. Il ne s'agit pas d'attaques gratuites ou de jalousie d'un ancien qui voit sa gloire s'éteindre. Mitchell a une vision claire de ce que doit être un chanteur. Pour lui, chanter est un métier exigeant qui demande du coffre, de la technique, de la présence. Un chanteur doit irradier. Ce mot revient constamment dans ses interviews. Irradier, c'est-à-dire diffuser de l'énergie, remplir l'espace, captiver sans artifice. Elvis irradiait, Little Richard irradiait, Jerry Lee Lewis irradiait. Même en France, Brel irradiait, Ferré irradiait, Barbara irradiait. La nouvelle génération, selon Mitchell, ne cherche plus à irradier. Elle cherche à créer une ambiance, une émotion douce, un cocon sonore. La voix devient un instrument parmi d'autres, noyé dans les arrangements. On privilégie l'atmosphère à la performance vocale. C'est une approche différente, pas nécessairement mauvaise, mais que Mitchell rejette catégoriquement. Pour lui, c'est une forme de paresse ou pire, d'incapacité. Ces artistes ne peuvent pas chanter fort, alors ils font passer ça pour un choix artistique. Cette exigence vient de ses racines. Mitchell a grandi en écoutant les grands du rock et du rhythm and blues américain. Elvis Presley, bien sûr, mais aussi Little Richard, Jackie Wilson, Timmy Huro. Des voix immenses, capables de faire vibrer les murs. Il préfère d'ailleurs Jerry Lee Lewis à Elvis, car Lewis était fou, sauvage, imprévisible. Elvis, après son service militaire, avait selon lui perdu de sa dangerosité pour devenir une star de cinéma formaté. Mitchell déteste le formatage. Il déteste quand un artiste se plie aux exigences du marché au lieu de rester fidèle à sa vérité. C'est ce parcours, cette éducation musicale qui explique son intransigeance aujourd'hui. Il a connu l'époque des chaussettes noires, quand le rock était une révolution. Il a enregistré à Nashville avec les meilleurs musiciens américains. Il a travaillé avec des gens qui vivaient la musique, pas seulement qui la pratiquaient. Pour lui, il y a un fossé infranchissable entre les musiciens du cru qui naissent dans l'ambiance et les Français qui doivent tout apprendre. Cette phrase en dit long. Mitchell pense que la musique, la vraie, coule dans le sang. On ne l'apprend pas dans une école, on la porte en soi. Malgré toutes ces critiques acerbes, Mitchell n'est pas complètement fermé. Il y a des artistes qui trouvent grâce à ses yeux. Des gens bien composent pour moi, dit-il. Souchon, Jonas, Chamfort, Obispo. Ce ne sont pas des hasards. Tous ces compositeurs appartiennent à sa génération ou presque. Ils ont le métier, l'expérience, le respect des codes. Surtout, ils partagent une certaine vision de la chanson française. Souchon avec ses textes ciselés et son regard tendre sur le monde. Jonas avec ses mélodies jazz et sa voix chaude. Chamfort avec son élégance pop. Obispo avec son sens de l'accroche mélodique. Mitchell parle d'ailleurs avec affection de Pascal Obispo. C'est mon voisin. Il traverse la rue, il vient chez moi. Surtout, il est malléable, il s'adapte. Cette dernière phrase est révélatrice. Mitchell aime travailler avec des gens qui comprennent sa vision et qui peuvent s'adapter à son style. Obispo a cette capacité d'écrire pour les autres, de se glisser dans leur univers. Il a composé pour Johnny, pour Céline Dion, il sait créer des tubes tout en respectant l'identité de l'artiste. C'est ça que Mitchell apprécie. Mais ces exceptions confirment la règle. La génération de Mitchell et celle d'aujourd'hui ne parlent plus le même langage musical. C'est un conflit d'époque, de valeurs, de philosophie artistique. Mitchell vient d'un temps où la musique était physique, brute, dangereuse. Aujourd'hui, elle est souvent numérique, lissée, polissée. Lui chante avec ses tripes, la nouvelle génération chante avec ses émotions. Lui veut du coffre, ils veulent de la sensibilité. Lui irradie, il murmure. En mars 2025, Mitchell annonce donc l'annulation de sa tournée d'été. 6 concerts prévus dans des festivals prestigieux, le Nancy Open Air Festival, le Printemps de Pérouge, le Festival de Nîmes, les Francopholies de La Rochelle, le Festival de Carcassonne et le Sound by Toulon. Tous annulés en raison de problèmes de santé nécessitant un traitement médical strict et un repos prolongé de plusieurs mois. Le communiqué est sobre mais émouvant. C'est avec un immense regret que je vous annonce cette annulation. J'étais impatient de vous retrouver cet été, mais ma santé doit passer avant tout. Je tiens à m'excuser sincèrement auprès de mon public et à vous assurer que je ferai tout mon possible pour revenir sur scène dès que cela sera possible. Cette annulation sonne comme un adieu. À 82 ans, après des décennies de carrière, après 40 albums, après avoir façonné le rock français aux côtés de Johnny, Mitchell doit se rendre à l'évidence. Son corps ne suit plus. Depuis 2017 et la tournée des Vieilles Canailles,
il n'avait déjà plus fait de vrais concerts en solo. Cette tournée d'été 2025 devait marquer son grand retour. Elle ne se fera pas. Les fans sont dévastés, beaucoup pressentent qu'ils ne le reverront jamais sur scène. Mitchell lui-même semble résigné. Il garde espoir, mais à son âge, chaque jour compte. Ce contexte rend ses critiques encore plus poignantes. Mitchell sait que son temps est compté. Il a reçu sa victoire d'honneur en février 2025, une consécration ultime. Il a sorti son 40e album, un testament musical. Il n'a plus rien à prouver, plus rien à perdre. Alors il dit ce qu'il pense, sans filtre, sans diplomatie. Il refuse de voir la mémoire du rock français qu'il a contribué à construire être récupérée par des artistes qui ne comprennent pas d'où ça vient, qui n'ont pas l'exigence, qui ne savent pas irradier. Ses déclarations sur Vie et les autres ne sont pas de la méchanceté gratuite. C'est une dernière leçon, un dernier avertissement. Mitchell dit aux jeunes générations, « Vous faites fausse route. Vous avez oublié ce qu'est vraiment chanter. Vous confondez popularité et talent. Vous privilégiez le confort à l'intensité. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Beaucoup trouvent ses propos dépassés, injustes ou simplement amers. Mais personne ne peut nier sa sincérité. Mitchell croit vraiment ce qu'il dit. Au fond, ce qui se joue ici dépasse largement Vianney ou Benjamin Biolay. C'est un conflit de civilisation musicale. L'ancienne génération, celle des pionniers du rock français, celle qui a tout inventé dans les années 60 et 70, regarde la nouvelle génération avec incompréhension. Comment peut-on chanter sans coffre? Comment peut-on remplir des stades en murmurant? Comment peut-on avoir du succès sans avoir de voix? Pour Mitchell, c'est inconcevable. C'est le monde à l'envers. La nouvelle génération, elle, a simplement changé de paradigme. Elle ne cherche pas à reproduire le modèle des années 60. Elle invente autre chose. Une musique plus introspective, plus fragile, plus intime. Vianney touche des millions de gens avec ses chansons douces et ses mélodies accrocheuses. Biolay fascine par ses arrangements sophistiqués et ses textes littéraires. Juliette Armanet séduit par sa sensibilité à fleur de peau. Ils ont du succès, du public, de la reconnaissance, mais pour Mitchell, ce n'est pas suffisant. Il leur manque quelque chose d'essentiel, l'irradiation. Ce débat est probablement insoluble. Les deux camps ne se comprendront jamais vraiment. Mitchell mourra en pensant que la vraie chanson est morte avec sa génération. Les jeunes artistes continueront leur route sans se soucier de ces vieux qui ne comprennent plus rien. Et quelque part, c'est triste, parce qu'il y aurait peut-être des choses à apprendre de chaque côté. Mitchell pourrait reconnaître que l'évolution musicale n'est pas forcément une décadence. Et les jeunes pourraient écouter un peu plus les leçons de ceux qui ont ouvert la voie. Mais à 82 ans, Mitchell n'a plus le temps des compromis. Il dit ce qu'il pense, point final. Vianney a une tronche de gendre idéale. Biolay est ridicule. Armanet a des soucis de tonalité. La nouvelle génération ne chante pas vraiment. Ces phrases resteront. Elles blessent, elles choquent, mais elles témoignent d'une époque révolue, d'une vision de la musique qui s'éteint avec ses derniers représentants. En fin de compte, ce que révèle vraiment Eddie Mitchell, c'est qu'il a peur. Peur que son rock disparaisse, peur que plus personne ne sache ce qu'est vraiment chanter, peur que les jeunes générations oublient d'où vient la musique qu'ils écoutent. Ces critiques sont violentes parce qu'elles sont désespérées. C'est le cri d'un homme qui voit son monde s'effacer et qui refuse de partir sans avoir dit sa vérité. Une vérité dure, brutale, sans concession, mais une vérité qu'il croit nécessaire. À vous maintenant de décider. Est-ce que Eddie Mitchell a raison de critiquer la nouvelle génération, ou est-il simplement un vieux bougon dépassé par son époque? Vianney mérite-t-il d'être traité de gendre idéal? Ou est-ce une insulte injuste envers un artiste talentueux? La musique doit-elle irradier ou peut-elle murmurer? Ces questions n'auront probablement jamais de réponse définitive. Mais une chose est sûre, Eddie Mitchell, à 82 ans, a marqué une dernière fois l'histoire en disant tout haut ce que personne n'osait dire. Et rien que pour ça, il restera une légende jusqu'au bout.